Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, je vais parler de clustering sur données mixtes, ou classification automatique sur données mixtes. Alors, resituons vite les choses rapidement. Je suis en train de faire un cours de clustering en master 1 informatique chez nous, enfin un cours optionnel, voilà, et je suis en train de préparer les fiches de TD. Vous voyez, ça bosse les profs, hein, enfin qu'on en dise. Très bien. Et parmi les aspects que j'aimerais voir avec les étudiants, c'est cette idée-là. C'est que comment procéder quand vous avez un mix de variables soit quantitatives, soit qualitatives, et qu'on veut lancer un algorithme de clustering dessus. Alors j'avais fait un tutoriel là-dessus il y a quelques années, 10 ans, hein, 2013, hein, voilà. Et l'idée ici, c'est de la développer dans une vidéo, surtout que je vais le faire moi avec un certain outil, c'est avec un choix d'outils. Là, dans cette vidéo, dans ce tutoriel-ci, je l'avais fait avec Tanagra à l'époque et avec R, avec le package ADE4. Dans cette vidéo, je vais utiliser R en utilisant le package Factominer cette fois-ci. Mais là, pour le coup, je parle des étudiants que je vais avoir avec moi en master 1 pour les TD, vous allez faire en Python. Sachant qu'il n'y a pas de package, en tout cas à ma connaissance, il n'y a pas de package qui fait donc la liste factorielle des données mixtes, hein. Donc voilà, programmer un tout petit peu là. Mais bon, c'est tout à fait faisable, pas d'inquiétude là-dessus. Alors, pour bien préciser les choses, voilà le problème. J'ai des données, là c'est les données hard disease, hein, très connues en machine learning, c'est un fichier qui a fait référence pendant des années. Dans ce fichier-là, j'ai des variables quantitatives, voilà, l'âge, voilà, sur lesquelles je peux calculer une distance euclidienne si vous voulez, c'est aussi simple que ça, hein. L'âge, pression, cholestérol, taux max, je sais pas ce que c'est taux max, hein, mais bon, c'est des variables numériques si vous voulez. Et en même temps, j'ai des variables qui sont qualitatives, hein, qui sont catégorielles, hein. Le sexe a 2 modalités, type douleur qui a 4 modalités, vaisseau qui a 4 modalités, ainsi de suite. Voilà. Alors, comment faire, hein, pour traiter ce type de données si je veux appliquer un algorithme de clustering? Alors, dans ce tutoriel-ci, j'en parlais justement. Alors, il y a différentes approches possibles. La première, c'est de partir sur une distance qui sait manipuler les données qui sont hétérogènes. Bon, c'est une possibilité, hein, voilà, mais bon, ça reste quand même un peu expérimental, hein, parce que ces mesures-là, qui existent par ailleurs, hein, j'en cite quelques-unes ici, voilà, ben, ça marche plus ou moins bien. Ça, c'est une première approche. L'autre approche, voilà, c'est que je prends les variables quantitatives. Une fois que je prends les variables quantitatives, je vais les discrétiser. Avec les problèmes inhérents à la discrétisation, c'est comment connaître le nombre de classes, voilà, combien d'intervalles je vais créer, et comment je vais calculer ces intervalles, hein, double problème. Et bien sûr, c'est pas le même nombre d'intervalles par variable, voilà, et le calcul doit être relatif à la variable en question. Bah, voilà. Une fois que j'ai fini de recoder, j'ai des variables qui sont purement qualitatives cette fois-ci, ordinales, hein, les variables discrétisées, mais bon, on passe outre, hein, et qui est technique, je peux utiliser quand les variables sont toutes qualitatives. Alors, on peut travailler sur des profils, voilà, et on peut calculer une distance de qui 2 entre profils, et le profil moyen, on peut le calculer. Donc ça, c'est une possibilité, mais des logiciels avec des librairies qui font du clustering sur variables qualitatives, purement qualitatives, j'en connais pas beaucoup qui s'appuient sur la distance du qui 2 ainsi de suite, j'en connais pas beaucoup en fait, hein. Voilà, peut-être que ça existe d'ailleurs, mais bon, en tout cas, j'ai pas trop regardé en réalité. Et pourquoi j'ai pas regardé? Parce que il y a une autre approche. Une autre approche, c'est quoi? C'est tout simplement, je fais une analyse factorielle. Une fois que je fais une analyse factorielle, je dispose des axes factoriels qui, eux, sont purement numériques. Et du coup, je peux appliquer les algorithmes clustering dans un espace numérique cette fois-ci. Voilà. Alors, pour les données hétérogènes, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'AFDM. Alors, l'AFDM, c'est là, c'est l'analyse factorielle des données mixtes. J'ai mis le support là. Alors, ici, sur ma page de cours, il y a une page qui est dédiée à l'analyse factorielle, là, et quand vous cliquez dessus, il y a différents supports, et parmi les supports, il y a l'analyse factorielle des données mixtes, hein, qui est là. J'explique l'idée. Très bien. Donc c'est possible, une fois que je me suis projeté dans un espace factoriel, les factoriels sont des vecteurs numériques, voilà, donc les individus sont décrits par des vecteurs numériques, à ce moment-là, je peux appliquer les algorithmes standards, K-means, CH, tout ce que je veux. Voilà. Alors, c'est même plus intéressant que ça, parce qu'en réalité, cette approche-là, je peux l'appliquer même si les données sont purement quantitatives. C'est-à-dire que je fais une ACP, et dans l'espace factoriel, j'applique les algorithmes CH, K-means habituels. Alors, si je prends tous les axes, c'est comme si je traitais les données originelles.
Très bien. Mais je peux faire une sélection d'axes en réalité. Quelle est l'idée de ça? C'est que du coup, je vais me concentrer uniquement sur les formes réelles, sur les patterns qui existent réellement dans les données, et les derniers axes factoriels sont du bruit que je peux évacuer. Alors bien sûr qu'il y a une distorsion, bien sûr qu'il y a une distorsion, mais l'objectif de la manœuvre, c'est de trouver des groupes. Hein. C'est pas faire de l'optimalité pure, tout simplement. On cherche pas un optimum pur, c'est pas chercher un optimum sur un critère, c'est pas la finalité de l'analyse. La finalité de l'analyse, c'est de créer des groupes et qu'on peut interpréter par la suite. Donc l'idée de prendre les premiers axes factoriels, c'est une forme de nettoyage de données, parce que les derniers axes sont très instables, et du coup, je vais me concentrer uniquement sur l'information qui est importante. Alors cette idée n'est pas de moi. Cette idée n'est pas de moi. On peut le trouver dans l'excellent livre, hein, pour moi, les livres qui comptent, il n'y en a pas des masses. Bah, celui-là, il en fait partie. Voilà, ceux de Saporta aussi, quelques-uns. Très bien, le livre de Lebar, Morino et Piron, qu'on peut trouver ici sur le site de l'Institut de recherche pour le développement. C'est une chance extraordinaire qu'on ait ce livre-là en ligne. Et l'idée de faire du clustering sur les axes factoriels, elle est là. Donc c'est la page 185. Bon, c'est 200 parce qu'il y a le décalage avec la table de matière et tout ça. Voilà. Donc c'est expliqué très clairement dans ce livre-ci, hein, dans cette section-ci, cette idée-là. Et on montre hein, donc l'intérêt de l'affaire. On montre l'intérêt de l'affaire. Je ne vais pas relire le livre devant vous, hein, voilà. Mais en anglais, on parle plutôt de tandem clustering. Hein, tandem clustering. On fait une analyse factorielle, on fait une classification à partir des facteurs. Et on garde que les quelques facteurs les plus intéressants, hein, qui véhiculent réellement de l'information. Du coup, les derniers facteurs, on peut les enlever parce qu'elles correspondent à des fluctuations d'échantillonnage. Donc, c'est décrit dans ce chapitre-ci. Je vous enjoins à regarder parce que l'idée est très intéressante. Donc, même si les variables sont purement quantitatives, ben, l'idée de lancer donc un clustering sur facteurs, ça peut être une très bonne idée. Alors bien sûr, il y a des cas pathologiques. Hein. On peut montrer facilement que, comme là, les axes factoriels sont calculés sans tenir compte des groupes éventuels, des fois, ça peut masquer l'information. Effectivement, on peut trouver des cas pathologiques, mais on peut trouver des cas pathologiques partout. Il suffit de faire un exemple bateau au tableau dans le plan et on peut montrer que l'algorithme ne va pas marcher. C'est tout à fait possible, ça, hein, bien sûr. Il n'y a pas d'approche purement parfaite. Ça n'existe pas, ça. Voilà. Mais bon, dans ce cadre-ci, en tous les cas, ça peut être intéressant. Et dans le cadre des traitements des données mixtes, là, pour le coup, bah, ça nous aide beaucoup. Donc, je répète le schéma. Je prends les données qui sont là, très bien, et je vais faire d'abord une analyse factorielle des données mixtes. Donc, c'est une analyse factorielle, en fait, qui est expliquée dans le livre, dans le support qui est là, qui s'applique quand les données sont hétérogènes. Soit, une partie sont quantitatives et une partie sont qualitatives. Le gros intérêt de cette approche-là, hein, qui vient de Pagès, Jérôme Pagès, c'est que si toutes les variables sont quantitatives, on va retomber sur une ACP normée. Et si toutes les variables sont qualitatives, on va retomber sur une ACM, donc une analyse des correspondances multiples. Voilà. Donc c'est une vraie généralisation. C'est une vraie généralisation. Et elle est disponible dans des packages R très célèbres, comme Factominer, bien connu des statisticiens, ou comme A2 et 4, bien connu également des statisticiens. Hein, ADE4 qui est lyonnais. Alors, donc j'explique un peu ici, hein, regardez le site et tout ça, mais ce qui m'intéresse, et ça pour le coup, ma vidéo est générique, elle est pour tout le monde. Néanmoins, j'ai un TD à faire, mes étudiants vont programmer sous Python, hein, ce TD6 sera sous Python, et il n'y a pas de package qui fait la FDM sous Python, en tout cas pas à ma connaissance, bah, du coup vous allez programmer, hein, voilà. Bon, c'est largement à la portée des étudiants de master, hein. Et en réalité, c'est que il faut un codage judicieux, voilà. Et une fois qu'on a fait un codage judicieux, qui est expliqué dans les pages qui sont là, hein, page 7 et surtout page 8, voilà, on peut appliquer un programme d'ACP. On peut appliquer un programme d'ACP sur des données correctement préparées et on obtient des résultats de la FDM. C'est ce que vous aurez à faire. C'est ce que vous aurez à faire. Hein, en tout cas, je parle aux étudiants là. Moi, ici, je vais faire mon tuto sous R. Et un des intérêts de l'affaire, c'est que vous allez travailler sous Python de votre côté. Moi, j'aurai fait la vidéo sous R et on va avoir les résultats étape par étape. Tous les résultats que vous aurez, on va pouvoir les comparer avec ce que je montre dans la vidéo. Et normalement,
Normalement, s'il y a une certaine vérité dans la data science, on doit avoir exactement les mêmes résultats, hein. Si on utilise des algorithmes exacts, forcément, on a les mêmes résultats. Si on passe par des heuristiques, non, bien sûr, hein, parce qu'il y a une part d'aléa dans les heuristiques. Mais là, pour le coup, non. On a uniquement des algorithmes exacts ici. Je vais prendre la FDM, hein, très bien, donc avec une décomposition en valeur singulière qui donne un résultat exact. Voilà, et ensuite, je vais partir sur la CH. Là également, il y a pas d'aléa, là, hein. C'est un regroupement pas à pas. Donc, normalement, on doit avoir les mêmes résultats. Si on programme de la même manière, on a les mêmes résultats. Bien, après ce long préambule, voilà, on va mettre en œuvre l'histoire. Alors, bon, je vais fermer les données parce que Excel verrouille souvent les fichiers, donc ça va pas le charger. J'ai un dernier élément à dire peut-être avant de commencer. Dans cette base des heart disease, des cœurs, hein, des maladies cardiaques, il y a une variable illustrative en fait qui est la classe en fait. Voilà, qui est la vraie classe, les classes réelles. C'est le fait, c'est le fait que la personne a une présence de maladie cardiaque ou pas. Voilà. Donc on va l'utiliser nous comme variable illustrative dans cet exemple aussi. Mais bon, c'est pas là l'essentiel. L'essentiel, c'est que j'ai des variables actives qui sont mixtes et comment je peux tourner l'affaire pour pouvoir réaliser un clustering des individus. Ben, l'idée est simple, on va projeter les individus dans un espace factoriel. Là, les individus sont décrits par des vecteurs numériques. On pourra par la suite appliquer les algorithmes standards. C'est ça l'idée. Allons-y, allons-y. Alors, allons-y. J'ai préparé bien sûr le notebook sous R, hein. Donc encore une fois, hein, là pour le coup, je m'adresse 2 secondes aux étudiants que j'aurai en TD. Vous allez faire sous Python, hein, vous allez travailler sous Python. Et normalement, les résultats que vous allez obtenir doivent être exactement les mêmes que les miens ici. Ah, sinon, il y a un bruit. On est d'accord là-dessus. Alors, je vais commencer l'affaire. Donc, je change de répertoire hein, pour qu'il n'y ait pas de problème. Je suis bien dans le répertoire. Je charge les données et je vais charger les variables actives. Donc, jusqu'à là, très bien. Et voilà, on a les données. Donc vous, ce sera un Pandari d'Excel, hein. Voilà, je le dis tout de suite. Vous, c'est un Pandari d'Excel. Et ensuite, c'est info. On est d'accord là-dessus. Très bien. Bon, j'affiche les premières lignes, mais on avait vu les données sous Excel, mais c'est toujours bien de vérifier qu'on a bien toutes les informations. Il a bien reconnu ici les variables, voilà, les noms des variables, et il les a bien typées. On voit bien, hein, certaines sont numériques, certaines sont des vecteurs, enfin, sont des caractères. Bien, très bien. Il les a pas mis en factor ici, en l'occurrence, hein, il les a bien mis en caractère. OK. Une fois que j'ai chargé les données, moi, j'ai pas à le faire. Vous aurez à le faire, hein. Je parle aux étudiants pour le coup, là. Vous, du coup, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir faire le codage qui est décrit dans le support de cours qui est là, qui sera fourni, hein, page 8. Une fois que vous avez fait ce codage-là, par la suite, vous pourrez appliquer une analyse en composante principale, hein. C'est ce que je montre ici, mais dans mon exemple aussi, je l'ai fait sous R. Donc vous, voilà, retrouvez un peu, mais bon, à ce stade de l'année, on est au 6e TD, normalement, vous avez un très bon niveau, vous êtes capable de le faire. Vu la quantité de Python que vous avez ingurgité depuis le début de l'année, ça doit le faire. Alors moi, je suis sous R, pour le coup. Donc du coup, moi, je suis sous R, j'ai Factominer qui me fait la liste factorielle des données mixtes. Donc je vais en profiter directement. Donc c'est ce que je lance ici. Tac, voilà, il lance ses calculs. Et je demande 5 facteurs. Alors pourquoi je demande 5 facteurs? Je vais le dire tout à l'heure. Alors, on a des descriptions, on a différents résultats, hein. Ce qui intéresse peut-être la console ici déjà, ça elle est là. Et on voit que sur les 5 premiers facteurs, j'ai au moins la moitié de l'information disponible. Voilà. Pour moi, c'est là le minimum. Quand je fais ce type d'analyse-là, je prends au moins la moitié. Ça peut être plus, voilà. Mais bon, comme on a un mix de variables quantitatives, qualitatives, et que les qualitatives ont été codées en disjonctif complet, il y a une forme de redondance de l'information, hein. Donc, du coup, les nombres enfin, il y a les derniers facteurs, en réalité, correspondent à rien du tout, hein. Voilà. Donc, très bien. Alors bon, ça reste un enjeu, hein, mais bon, en l'occurrence, ici, il faut au moins avoir la moitié de l'information. Alors, il y a aussi un outil intéressant, c'est l'impact des variables dans la définition des facteurs. Alors, quand les données sont mixtes, quand les variables sont quantitatives, qualitatives, comment je peux le mettre dans le même repère? Hein, c'est un vrai souci, ça. Là, facteur 1, facteur 2, voilà, on a l'impact des variables sur des facteurs, mais comment on peut mélanger des variables quantitatives, en noir ici, et des variables qualitatives qui sont en rouge ici? Ben, en réalité, ce qui est calculé, c'est soit le carré du coefficient de corrélation avec le carré de la corrélation avec le facteur, taux max, dépression et tout ça, et ou bien soit le carré du rapport de corrélation, quand c'est qualitatif. Voilà, c'est type douleur, vaisseau. Alors, ces deux quantités-là, variantes 0 et 1, bon, est-ce qu'on peut les mettre par ailleurs dans les mêmes repères? Ils n'ont pas les mêmes distributions, hein.
Ça reste discutable, mais bon, ça donne quand même une indication. Mmh. Donc c'est pas les proximités qui est important. Ce qui est important, c'est l'écartement par rapport au facteur. C'est ça qui est important. Voilà. Donc on voit ici que Tomax joue beaucoup pour le premier facteur, dépression également. Voilà. Et sur ce même premier facteur, ce qui joue le plus, c'est type douleur. Sur le deuxième facteur, ce serait plutôt pression pour les variables quantitatives et sexe, hein, pour les variables qualitatives. Voilà. Très bien, mais je reviens 2 secondes ici, hein. On a bien ici les informations importantes. On a récupéré la moitié de l'information. Alors vous, en TD, non. On va essayer de voir comment on peut détecter les bons nombres de facteurs, hein. Ça restera toujours un élément important. Alors, une fois que c'est fait ça, voilà, j'affiche les coordonnées. J'affiche les coordonnées, voilà, c'est important parce que quand vous allez faire les calculs vous-même de votre côté, là, il y a plein d'endroits où on peut faire des erreurs. Je vous le dis tout de suite, hein. J'ai essayé de baliser la fiche de TD, mais il y a plein d'endroits où on peut faire des erreurs. Et donc, une vérification possible, c'est que vérifier que vos coordonnées factorielles correspondent exactement à ces valeurs-là. Alors, bon, les signes sont arbitraires, hein. Ce qui est important, c'est les positions relatives, hein. C'est pas les positions absolues, hein. Voilà, c'est les positions relatives entre les objets, hein. Parfois, selon les librairies de calcul que vous pouvez utiliser, vous avez les signes qui peuvent être inversés ici. Mais c'est pas grave en soi. On est bien d'accord. Si on comprend bien ce que c'est qu'un index factoriel, on comprend bien que c'est pas si grave que ça, que les signes soient inversés ici. C'est les positions relatives qui comptent. On est d'accord. Après, c'est juste un artefact de calcul, ça. Ça dépend de la librairie de calcul. Très bien. Alors, pour voir si on arrive à distinguer, donc on a 5 facteurs ici, on a 5 variables latentes, si vous voulez, et 2 à 2 orthogonales. Ça, c'est intéressant déjà. Ça, c'est intéressant. Alors, du coup, je vais mettre les individus en nuage de points. Voilà, par facteur pris 2 à 2, pour voir si on arrive à distinguer des formes, des patterns là-dedans. Donc, c'est ce que je fais ici. Très bien. Et trouver les groupes là, ça va pas être évident. On est d'accord là-dessus, hein. Il y a un pâté homogène, hein. On commande, est-ce qu'on a des groupes? Pas vraiment. Les variables sont pas corrélées entre elles, c'est normal, on est d'accord, hein. Les variables sont pas corrélées en elles parce que c'est des facteurs, hein. C'est des facteurs issus d'un liste factorielle. Donc ils sont 2 à 2 orthogonaux. Donc heureusement qu'ils sont pas corrélés entre eux, hein, que les variables ne sont pas les facteurs ne sont pas corrélés entre eux. Très bien, et on n'a pas vraiment de données aberrantes, hein, donc voilà, on peut continuer. Mais bon, on se rend compte quand même que trouver les groupes là, bah voilà, bosser un peu. Là, visuellement, on les voit pas. On va voir si l'algorithme de machine learning qu'on va utiliser là va être capable de les trouver. Bah, c'est ce qu'on fait ici. Donc, je vais faire une CAH, une classification donc ascendante hiérarchique. Pour pouvoir faire cela, je calcule d'abord la distance par paire d'objets dans l'espace des 5 facteurs. Et une fois que j'ai calculé la distance par paire d'objets dans l'espace des 5 facteurs, je vais lancer la CAH. Donc, c'est ce que je fais ici, hein. Donc là, c'est les coordonnées des individus, hein, on les a vues ici, hein. On avait récupéré, on a affiché ici, hein. Donc ça, c'est l'objet issu des calculs. Voilà, j'ai lancé l'analyse factorielle des données mixtes, on est d'accord, hein. J'ai l'objet de calcul ici. Et pour accéder aux coordonnées des individus, ben, j'accède avec les propriétés tout simplement. Donc c'est ici les individus, les coordonnées donc des individus de l'objet AFDM, hein. Ça aussi, je le dis tout le temps à mes étudiants, hein. Quand vous lisez un objet qui a des propriétés qui s'enchaînent, il faut lire de droite à gauche et non pas de gauche à droite, hein. C'est comme les mangas, hein. Là, c'est les coordonnées des individus dans l'espace factoriel, hein. Une fois qu'on a ça, donc très bien, c'est ce que je fais ici. Donc, je calcule les distances par paire et ensuite je fais la CAH avec la méthode de Ward. Et j'ai le dendrogramme. Alors bon, il y a 270 individus, donc on va pas regarder en bas, on est d'accord, regardez plutôt la partie haute du dendrogramme, hein. Et ce que j'ai expliqué en TD, je me suis rendu compte que des étudiants m'ont posé la question en TD la dernière fois. Donc je réexplique ici, ce qui est important, c'est les écarts de hauteur entre les paliers, hein. Ça vous donne en fait une idée de la distance entre les groupes qu'on a regroupés, donc les clusters qu'on a regroupés. Voilà. Donc, plus les différences entre paliers est élevée, plus on a regroupé des clusters qui sont très éloignés. Et donc, ça peut être une coupure possible. C'est ça l'idée, hein. Je simplifie un peu, mais c'est un peu l'idée. Voilà. Donc là, en l'occurrence, on voit bien, c'est 2 groupes. Souvent, les 2 groupes sont évidents dans une CRH. Et on le voit ici. Mais on voit en dessous qu'il n'y a pas un palier, un saut, voilà, un écart de palier, une distance entre clusters regroupés qui paraît évident, hein. Donc, mis à part les 2 groupes. On voit, hein? Non, on ne le voit pas ici. Donc, on va partir sur 2 groupes. Voilà, c'est tout l'intérêt de la CAH par rapport au CAMIS. Au CAMIS, on est obligé de tâtonner.
dans la première partie, aïe, je me suis cogné le coude, dans la première partie du TD, vous aurez à le faire, les K-means. Et vous allez utiliser des librairies, Yellowbrick, hein, vous connaissez Yellowbrick maintenant, pour essayer de déterminer le nombre de classes, le nombre de clusters. Hein, voilà. Très bien. Bon, ça, on l'a fait en TD, ça. Hein. Peut-être pas aujourd'hui, là, pas dans cette séance-ci, mais dans les séances précédentes, on l'aura fait. Très bien. Là, pour le coup, la CH, on a une idée du nombre de groupes. Des bonnes solutions possibles. Parce que la détection du nombre de groupes reste un problème en classification automatique. Donc, je fais les découpages en groupes et je calcule les effectifs. J'ai deux groupes. Dans le premier groupe, il y a 77 individus et dans le deuxième, il y a 193. Donc, vous, là, voilà, enfin, mes étudiants en M1 en tous les cas, hein, voilà, quand vous ferez la partie sous Python, la deuxième vérification, c'est quand vous allez faire la CH, vous devez obtenir ce nombre de groupes-là. Si vous obtenez pas avec la CH, on est d'accord, hein, si vous obtenez pas ce nombre de groupes-là, il y a un souci. Il y a une embrouille quelque part. Donc, remontez en amont. Bon, la fiche que j'ai faite cette fois-ci, généralement, elle est très guidée habituellement, mais là, je l'ai fait un peu, j'ai pas tout détaillé pour que vous cherchiez par vous-même. Quand même, voilà, il faut des repères pour savoir si vous avancez dans le bon sens ou pas. Donc, regardez, quand vous allez faire le clustering, vous devez obtenir ce nombre de groupes-là. Une fois que c'est fait ça, du coup, j'ai les classes d'appartenance, je vais replonger les individus dans l'espace factoriel et voilà, pris deux à deux, hein, voilà, et je vais illustrer les points par les groupes d'appartenance. C'est ce que je fais ici. Et voilà. Alors, bon, les groupes, on les distingue pas trop, sauf sur la première dimension. On voit bien, hein, là, donc, si je regarde sur ce cadran-ci, quand les valeurs sont en haut ici, ça veut dire que c'est les valeurs élevées sur le premier facteur. Et en bas, c'est les valeurs basses sur le premier facteur. Et on se rend compte que dans cet espace-ci, là, horizontal-ci, là, ben, les valeurs élevées du premier facteur permettent de distinguer les groupes des bleus. Et quand le premier facteur prend des valeurs faibles, ça permet de distinguer le groupe des verts. Voilà, le deuxième groupe. Hein, c'est bleu, vert. Vous avez vu, hein? Le groupe 1, c'est cornflower blue. C'est du bleu sympa, je sais pas. Voilà. Et le vert, c'est du yellow green. J'avais envie de faire un truc marrant. Voilà. Je peux mettre blue et green, tout simplement. Mais bon. Voilà. Donc, on voit, voilà. Après, sur les autres facteurs, on ne voit pas vraiment. On ne voit pas vraiment. Donc, finalement, ici, le premier facteur suffisait en réalité. Hein. Le premier facteur suffisait. Mais ça, on ne le savait pas en amont. On ne savait pas en amont. Donc, j'avais choisi le nombre de facteurs pour avoir suffisamment d'informations, mais on a toujours un doute là-dessus. Bien sûr, si on prend tous les facteurs, c'est comme si on travaillait dans l'espace initial. On est d'accord. Ça, c'est important, ça. Alors, autre élément important maintenant, c'est l'interprétation. Alors, là, pour le coup, elle est vraiment importante. Pourquoi? Parce que j'ai créé les groupes sur des facteurs. Encore une fois, hein, parfois, il peut y avoir des distorsions, hein, parce qu'on a évacué une partie de l'information. Ça, c'est un point de vue possible. L'autre point de vue possible, c'est que l'indice factoriel agit comme un filtre. Et on garde que l'information est réellement pertinente. Les derniers facteurs, c'est du bruit. On peut les enlever. Donc, il y a cet arbitrage à trouver, hein, mais la vérité n'existe pas en machine learning. Hein. Le machine learning est exploratoire par nature. Hein. L'analyse des données est exploratoire par nature. Et bien sûr, il faut qu'on se connaisse, oui, il faut qu'on sache exactement ce qu'il y a dans les algorithmes, d'une part, et ensuite, il faut qu'on ait un recul sur le résultat fourni par les algorithmes. Ce qui manque un peu beaucoup. Hein. Généralement, les étudiants sont bien contents de lancer les algos, boum, ça sort des résultats. Et une fois qu'on a les résultats, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Qu'est-ce qu'il faut en penser? Voilà. Bah là, pour le coup, ici, c'est important. Enfin, c'est important tout le temps, de toute manière. Qu'est-ce qui est important? J'ai créé les groupes en me basant sur l'espace factoriel. Mais l'interprétation des groupes, je dois le faire sur les variables originelles. Quand je crée un groupe, voilà, j'ai une variable âge. Est-ce que dans le premier groupe, c'est des personnes plus âgées ou plus jeunes? Qu'est-ce qui distingue le premier groupe du deuxième? Sur quelle variable la distinction se fait le plus? Ben voilà. Donc on est bien d'accord que on peut faire une classification sur facteurs, je viens de le montrer, ça marche très bien, hein, je peux vous dire. Hein. De toute manière, et c'est très bien expliqué dans ce livre-ci. Encore une fois, je conseille ce livre aussi. Hein. Si un livre à lire en analyse des données, ça fait partie des livres qui sont vraiment obligatoires. Voilà. Très bien. Donc ça marche. OK. Mais une fois que j'ai créé les groupes, il faut arriver à les interpréter dans l'espace des variables originelles. Alors, j'ai mis ici les variables numériques.
Voilà, et je calcule les moyennes par variable numérique, voilà, marginale, les moyennes marginales. C'est-à-dire que sur l'ensemble des individus, sans distinction de groupe. Alors, je le calcule d'abord, puis je vais expliquer la commande parce il faut connaître un peu R. Qu'est-ce qui se passe? Là, cette commande-ci, son rôle, c'est qu'elle me permet de générer un vecteur booléen. Donc, je l'applique sur le jeu de données. Ici, le D, c'est le data frame que j'ai importé au début. On est d'accord, hein? D, c'est le data frame que j'ai importé au début. Voilà. Très bien. Ensuite, sur les colonnes de D, je vérifie s'il est numérique. Donc, ce résultat-là me donne true quand elle est numérique, false quand elle est catégorielle. Très bien. Du coup, je fais une sélection des colonnes. Donc, c'est ce que je fais ici. Je fais une sélection des colonnes, voilà, pour uniquement les variables numériques. C'est ce qui se passe ici. Alors, il n'y a pas de virgule, mais c'est pas grave ici en réalité. Je file sur les colonnes. Si vous mettez pas de virgule, il sait qu'on travaille sur les colonnes. Alors, je vais afficher que les premières lignes, parce que sinon, ça fait trop d'affichage, on va rien voir. Voilà. Hop là, mon Dieu. Tac. Et voilà, on voit bien, hein. On a bien récupéré ici les variables numériques. Et du coup, pour chacune des colonnes, je vais calculer la moyenne. C'est le rôle du deuxième supply qui est là. S'apply sur la sélection des colonnes, voilà, s'apply sur les sélections des colonnes, sur chacune des colonnes si vous voulez, et je calcule la moyenne. C'est pour ça que on a la moyenne globale de l'âge de 54. Ici, la moyenne globale de Tomax, c'est 149. La moyenne globale de dépression, c'est 10. Alors, je parle de Tomax et de dépression, pourquoi? Parce qu'on avait vu qu'ils avaient un impact fort sur le premier facteur. Et on avait vu que le premier facteur était le plus discriminant pour les clusters. Donc, normalement, c'est les variables que je dois surveiller. Vous vous rappelez de ça, hein? Vous vous rappelez de ce graphique-là? Vous avez vu, hein? Ce qui joue le plus sur le premier facteur, c'est dépression et Tomax. Donc, c'est dépression et Tomax que je dois surveiller, hein? Pourquoi? Parce que on a vu que la discrimination se fait beaucoup sur le premier facteur, hein? Si je suis ici sur cette colonne-ci ou cette ligne-ci, ou cette colonne-ci, c'est la même, hein? C'est le facteur 1, là, cette colonne. Ou cette ligne-ci, c'est le facteur 1. On voit bien que la discrimination se met sur le premier facteur. Donc, c'est les variables que je vais surveiller en priorité. C'est tout, c'est ça vraiment que je veux transmettre, hein. Il faut absolument que vous voyez ces différentes implications. Vous avez une série de calculs, vous avez des étapes. Il faut absolument que vous regardez, je fais quoi à chaque étape et ça a quelles conséquences pour la suite. C'est ça qui est vraiment important. C'est difficile d'expliquer ça en TD parce que dès que les étudiants sont sur machine, alors là, avoir la main, c'est extrêmement difficile. Comme je suis tout seul devant ma vidéo, là, voilà, bah, du coup, je peux m'étendre autant que je veux pour expliquer les détails de chaque étape. C'est vraiment important. Une fois qu'on a ça, donc je vais calculer la même chose, mais par groupe cette fois-ci, hein. Alors bon, donc de nouveau, je fais la sélection des colonnes, voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je fais pour chacune des colonnes? Je vais appliquer une fonction x qui prend en entrée la colonne x, donc x. Ici, le x, c'est une variable, en fait, qui va prendre chacune des colonnes de la sélection de colonnes ici, voilà. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait un croisement entre x et les groupes d'appartenance. Les groupes d'appartenance, c'est ça, hein. Et d'accord, hein? 1, c'est le groupe 1, 2, c'est le groupe 2, c'est la palissade, hein? Et en les croisements, je calcule la moyenne. C'est comme un pivot table. Pour ceux qui travaillent sous Python, on m'a dit qu'il y avait certaines personnes qui travaillent sous Python, bah, c'est comme un pivot table, hein, voilà. Bah, je lance le calcul, boum, et voilà. Et on voit. Alors, si je mets en parallèle, regardez, la moyenne globale de Tomax, c'est 149. Voilà. Ensuite, dans le groupe 1, la moyenne de Tomax est 125. Et dans le groupe 2, la moyenne de Tomax est 159. Donc, les personnes du groupe 2 ont un Tomax plus élevé que dans le groupe 1. Plus élevé que la moyenne globale. Alors, si je prends l'âge ici, la moyenne globale de l'âge sur l'ensemble des individus, les 270, c'est 54. Dans le groupe 1, la moyenne d'âge est 58. Dans le groupe 2, c'est 52. Donc, on peut dire que dans le groupe 1, les personnes sont plus âgées que la moyenne. Ainsi de suite. Alors, on peut faire des comparaisons intravariables. Mais est-ce que l'impact de l'âge est plus fort que Tomax ou inversement? Là, on ne peut pas comparer ces valeurs si on n'est pas sur les mêmes unités. Là, on est d'accord là-dessus, hein. Là, c'est un nombre d'années. Là, je ne sais pas ce que c'est que Tomax, mais en tout cas, on n'est pas sur les mêmes unités. Pour rendre comparables ces écarts-là, il faudrait calculer quelque chose qui permet de les comparer justement. Et bien, c'est là que vient donc la valeur test.
l'intérêt de la valeur test, c'est que les écarts sont pondérés par les écarts types et par les effectifs des groupes. Et à partir de là, on arrive à comparer du coup donc l'impact dans la définition des groupes. Voilà. Très bien, je regarde dépression aussi, mais on connaît le principe maintenant, hein. Globalement, la moyenne des dépressions, c'est 10. Dans le premier groupe, il est 19. Dans le deuxième, c'est 6. Donc, les personnes du groupe 1 sont des personnes qui ont une dépression plus élevée que les autres. Alors, dépression, je ne sais pas ce que c'est, hein. Ça doit être une dépression sanguine, une dépression de j'en sais rien, je ne sais pas. Mais bon, moi, je suis pas médecin, c'est pour ça que on dit tout le temps que la data science sans le métier, ça marche pas. On est absolument d'accord, hein. Quand on fournit des résultats, il faut bien les lire, hein. Donc moi, je sais calculer des moyennes, pas de problème là-dessus. Je sais très bien ce que c'est qu'une moyenne, pas de problème là-dessus. Mais qu'est-ce que c'est qu'une dépression dans la médecine? J'en sais absolument rien, en fait, hein. Voilà, donc on a besoin d'expertise métier. Une fois que c'est fait ça, je vais faire la même chose pour les variables qualitatives. Donc c'est la même idée, sauf que cette fois-ci, je calcule une proportion dans les tables. Hum, Dans les fréquences, je calcule les fréquences relatives, si vous voulez. Donc c'est ce que je fais ici. Voilà. Donc, je vois par exemple que globalement, dans mon échantillon, voilà, il y a 32% de femmes et 67% d'hommes. Voilà. OK. Très bien. Une fois qu'on a ça, donc ça c'est sur l'ensemble de la base, hein, sans distinction de groupe. Je vais faire les calculs, mais en spécifiant selon le groupe cette fois-ci, hein. Donc ici, on a bien compris l'idée, hein. Très bien. Hop là. Et regardez. Donc, la proportion des femmes, globalement, c'est 32%. Dans le groupe 1, la proportion des femmes, c'est 25%. Parmi les personnes du groupe 1, il y a 25% de femmes, 26% de femmes et 74% d'hommes. Et dans le groupe 2, il y a, parmi les personnes du groupe 2, il y a 34% de femmes parmi ces personnes du groupe 2 et 65% d'hommes. Voilà. Donc, on voit que dans le groupe 2, il y a une surreprésentation des femmes par rapport ici à la globalité et par rapport au groupe 1. Dans le groupe 2, il y a plus de femmes proportionnellement que dans le groupe 1. Bien, c'est important ça, hein. Là, c'est la proportion des femmes dans le groupe 1. Mais on peut avoir une autre lecture, hein. C'est la proportion du groupe 1 parmi les femmes, hein. Parmi les femmes, il y en a combien qui ont atterri dans le groupe 1? C'est une autre lecture. À ce moment-là, on aurait un pourcentage colonne ici. On est d'accord là-dessus. Cette double lecture est importante. Alors, je regarde également, hein. Regardez. On voit que dans le groupe 1, il y a 87%, il y a 87% des personnes du groupe 1 qui ont un type douleur égal à D. Donc, dans le groupe 1, il y a une surreprésentation des personnes de type douleur D. Et en revanche, dans le groupe 2, c'est pas le cas. C'est pas le cas. En réalité, ce qui apparaît le plus cette fois-ci, c'est les autres groupes, hein. Surtout le groupe C en réalité, et ainsi de suite. Vous voyez bien l'idée, hein? C'est ça l'idée, hein. Voilà. Bon, je vous laisse regarder ça, mais c'est important qu'on regarde bien ces différents éléments-là pour interpréter les groupes. Une fois que vous avez fourni les groupes, il faut bien les expliquer sur la base des variables originelles. Voilà. Ensuite, on peut comparer directement des moyennes et des proportions, mais ça, c'est intravariable. Si on veut voir le rôle des variables d'une variable à l'autre sur un groupe, à ce moment-là, il faut passer par les valeurs test. Il faut passer par les valeurs test. Bien, une fois qu'on a vu ça, donc là, vous, normalement, hein, là, pourquoi je parle aux étudiants du Master 1 qui suivent avec mon TD, vous devez pouvoir sortir exactement les mêmes résultats, hein, sous Python. On est d'accord encore une fois, hein. Donc, vous allez lancer les calculs, je ne sais pas, débrouillez-vous, hein. À mon avis, un pivot de table, mais avant d'en arriver là, hein, il y a tout un tas de choses à faire, mais vous devez obtenir ces résultats-là, puisqu'on travaille sur les mêmes données. On va travailler sur les mêmes données. Alors, dernier point important, c'est les variables illustratives. Parce que ce fichier un peu particulier en réalité, c'est un fichier qui sert pour l'analyse supervisée. Donc, la vraie classe d'appartenance, je l'ai mis comme variable illustrative. On va la croiser avec les groupes pour voir ce qui se passe. Donc, je charge ici la deuxième feuille de calcul Excel. Voilà, j'ai la variable cœur, là, avec présence-absence. Voilà, je calcule les proportions des classes. Il y a 55% de personnes qui ne sont pas malades, 44% qui sont malades. Et je vais croiser les classes véritables avec les groupes. Croisement entre les classes et les groupes, si je puis dire, hein, entre les classes réelles et les groupes clustering. Voilà, clustering. Voilà. Et voilà.
Et là également, il faut savoir lire. Il faut savoir lire les résultats. Qu'est-ce qu'il faut lire ici? Dans le cluster 1, j'ai une majorité de présences. Mais les présences sont dispatchées entre le cluster 1 et le cluster 2. On est bien d'accord là-dessus. D'accord là-dessus, hein? Le cluster 1 correspond plutôt à une présence de maladie. Donc, dans les groupes du cluster 1, il y a beaucoup de présence de maladies. Mais les personnes qui sont malades sont dispatchées en réalité dans les deux clusters. C'est deux lectures différentes, on est bien d'accord là-dessus, hein. En apprentissage supervisé, en classement, c'est un peu la différence entre notion de rappel et précision, hein. C'est deux notions différentes. Profil ligne, profil colonne. Là, ici, on le voit également. Alors là, qu'est-ce qui se passe? La majorité des personnes non malades se retrouvent dans le cluster 2. On voit bien, hein, la majorité des personnes non malades se retrouvent dans le cluster 2. Mais dans le cluster 2, j'ai une bonne proportion de personnes, quasiment le tiers, hein, de personnes qui sont malades en réalité, hein. La majorité des non-malades se trouve dans le cluster 2, mais dans le cluster 2, là, bon là, je ne peux pas sélectionner, dans le cluster 2, il y a au moins un tiers des personnes du cluster 2, en fait, qui sont des personnes malades. Double lecture, encore une fois. Voilà. Donc, c'est le type d'interprétation que j'attends de vous, hein. Quand on sera en TD, là, bah, ce sera exactement la même chose, hein. Donc, du coup, il suffit de reproduire les calculs, mais en Python. Donc, il y a un petit challenge là, hein. Mais en termes de lecture, c'est les termes de lecture qu'il faudra avoir ici. D'une part, pour la caractérisation des classes, avec ce qu'on a vu ici, là, et après, pour le rôle de la variable illustrative, qui est ici un peu particulière parce qu'on a en fait les classes réelles, ce qui n'existe pas normalement, en fait. Voilà. Très bien. Ben, je vous souhaite un excellent travail à tous.